Donc voilà, dans 30 minutes, je vais vous parler de Linux. C'est vraiment une brève introduction. J'ai dû faire des choix. Donc, et puis à la fin, il y aura une petite démonstration que j'ai fait un petit peu en préambule. Et si vous avez des questions, vous pouvez soit m'interrompre, soit à la fin du talk. Voilà. Allez, on y va. Donc voilà, Linux, sa petite mascotte, hein, c'est le pingouin. Voilà, pour information. Donc le sommaire, on va voir l'historique de Linux, qu'est-ce que c'est que Linux, qu'est-ce qu'un système d'exploitation, premier pas avec Linux, comment démarrer avec Linux, et Linux dans les banques et Linux chez vous. Une petite démonstration que j'ai commencé à faire et une session de questions-réponses. Alors Linux, donc c'est un logiciel qui a été créé en 1991. Je reviendrai plus tard sur l'historique de Linux rapidement. Donc il y a un petit logo, comme je l'ai indiqué, donc c'est ce pingouin qu'on appelle Tux. Alors Linux en anglais se prononce Linux et non pas Linux, selon la volonté du créateur. Voilà. Et donc, alors une définition, il y a beaucoup de confusion sur le terme Linux, sachez-le, c'est un peu une nébuleuse. Alors on essaie de faire la synthèse de la définition plus ou moins officielle, donc ça veut tout rien dire, c'est que Linux fait référence à tout système d'exploitation fondé sur le noyau Linux. Bon, ça ne va pas beaucoup vous avancer, mais en gros, il y a une histoire de noyau Linux, c'est un peu comme le moteur d'une voiture, et autour, il y a la carrosserie, donc on pourra changer la carrosserie et utiliser le même moteur pour différentes carrosseries. Un peu comme ce qu'il fait dans la Formule 1, c'est que Renault qui fournit un moteur et c'est les différentes écuries qui utilisent le moteur. Donc, durant cette présentation, j'ai beaucoup, par approximation, je vais globaliser le terme Linux et noyer Linux, mais voilà, c'est important de rappeler ces notions de Linux. Mais bon, pour vous, les ressources humaines, il n'y a pas de différence. Mais voilà, Linux, c'est surtout ce qui fait sa force, c'est son noyau. Et autour, des gens ont développé des couches, donc les fameux paquets de logiciels. Donc c'est un système d'exploitation, donc l'équivalent c'est Android, c'est Microsoft Windows, c'est macOS, c'est iOS, voilà, c'est les concurrents. Et donc c'est aussi, donc c'est écrit en langage C. Et donc c'est open source, donc d'ailleurs moi ce que j'aime bien faire, ça me fait marrer ça, si je fais ça, voilà, on peut aller voir le code source, donc je vais vous montrer le code source de Linux en direct, je vais faire le malin, mais je fais pas trop le malin. Ça vous intéresse de voir le code source de Linux? Vous montrer qu'en 2 clics, on peut voir comment c'est fait. Hein. Donc il y a un site qui s'appelle très connu qui s'appelle GitHub, qui pourrait faire l'objet d'un speed learning à lui tout seul. Mais voilà, donc c'est des projets communautaires, donc ça c'est des fichiers, hein. On peut voir ce que les gens poussent des correctifs. Voilà, donc là j'en prends une au hasard, ça va. Voilà, donc là il raconte ce qu'il fait. Donc là il a fait une modification dans un fichier C. Vous voyez, c'est marqué langage C. Voilà, c'est un fichier qui s'appelle C. Et donc là il a ajouté une ligne. Voilà, donc c'est pour vous montrer que voilà, je peux voir tous les fichiers comme je veux. Vous voyez, en 2 clics de souris, je peux savoir comment c'est fait, contribuer, reporter un bug. Ça c'est vraiment la philosophie de l'open source. Et ça c'est un fichier en langage C qui explique, qui fait différentes choses. Voilà, donc ça ressemble à ça, le langage C. Tout le monde peut contribuer, c'est pas... Tout le monde peut contribuer. Le hasard, comme sur Wikipédia. Alors, tout à fait, très bonne remarque. Donc, mais je ne peux pas faire un cours dédié, mais en fait, tu soumets ton correctif, et derrière, il y a tout un comité de relecture, et tu as des outils automatisés de test. Ce qui s'appelle les pull requests. Voilà. Donc, les gens ils soumettent des correctifs, et donc là, elles sont ouvertes, et là, elles sont fermées. Donc, il y a des discussions, un petit peu de petits chiffres que tu vois à droite, c'est des discussions sur le code. Alors, je vais en ouvrir une rapidement, parce qu'effectivement, c'est intéressant, c'est vraiment tendance. Hein. Ça, c'est sur tous les projets open source, Angular, etc. C'est le même principe, tout est en ligne. Les gens, parce qu'il y a 10 000 personnes qui contribuent au noyau Linux, hein, donc c'est pour ça que. Donc, voilà, il y a des gens qui mettent des votes, vous voyez, c'est comme sur votre application Instagram, etc. Des votes. Et donc là, on voit la différence, les gens ils s'y reprennent à 2 fois. Voilà. Très intéressant. Mais bon, c'est pas trop le cœur de. Voilà. Hop. Du coup, je perds toujours mon doigt. J'ai beaucoup de difficultés. Je vais rester comme ça. Des questions ou pas? Je vais remettre mon petit zoom. Je sais pas pourquoi il est aussi comme un fou. Je suis complètement perdu là.
Voilà. Et, alors oui, petite subtilité, on va le voir tout de suite. Pour les plus pointilleux, mais ici apparemment c'est pas trop, c'est la chance de ne pas en avoir, on appelle aussi Linux GNU Linux. D'ailleurs le logo de GNU c'est un GNU, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc c'est toujours, il y a beaucoup de batailles de sémantique autour de Linux, mais je vous épargne ça, parce que vous n'avez pas besoin de le retenir, mais voilà. Voilà, retenez que Linux est l'équivalent gratuit de Windows, ça sera déjà une bonne chose. Alors je rappelle un petit peu la place du système d'exploitation, donc Linux, donc ça sera un petit peu la couche bleue là, dans un ordinateur, donc on peut considérer ceci comme un ordinateur. Donc vous êtes la boîte orange, vous êtes un utilisateur, vous interagissez avec votre ordinateur à travers des applications. Les applications interagissent avec le système d'exploitation, donc Microsoft Windows, macOS, Android, Linux, et dessous il y a le matériel informatique. Et donc chaque couche dépend un peu des couches qui sont en dessous. Un système d'exploitation dépend du matériel informatique, donc de la mémoire vive, du processeur, etc. Et le système d'exploitation, enfin les applications dépendent du système d'exploitation, etc. Vous voyez, chaque chose il y a des dépendances, des adhérences. Donc là j'ai fait la même chose en anglais parce que c'est intéressant de connaître les termes en anglais. Donc là c'est le hardware, donc c'est tout ce qui est matériel, hard. Software c'est les trois blocs enfin les blocs de software c'est là et là. Et donc on dit aussi système d'exploitation, l'équivalent c'est operating system. Et donc l'acronyme c'est OS que l'on retrouve dans iOS, dans macOS. Voilà, je trouve c'est intéressant de le souligner. Et donc voilà, application user, voilà. Voilà pour la partie très rapide de l'architecture. Donc l'histoire de Linux. Donc ça a été créé en septembre 91 par un étudiant finlandais de 22 ans, Linus Torvalds, en tant que projet d'étudiant. Et donc il a posté une information sur un forum sur Internet. Voilà, j'ai créé un petit projet, est-ce que ça intéresse? Et ça a pris de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Donc le projet donc, a évolué. Et, voilà, donc c'est inspiré du logiciel Unix. Donc les termes Linux et Unix sont très ressemblants. Voilà, il y a beaucoup de cause à effet. Voilà, en 2007, la création de la fondation Linux, donc, qui chapeaute Linux. C'est devenu un énorme truc, avec, donc, comme je l'ai un petit peu dit au préambule, il y a environ 5000 contributeurs au projet du noyau Linux, dont toutes les grosses entreprises, des banques, des compagnies dans l'industrie du logiciel, etc. Voilà. Donc la plupart des contributeurs maintenant sont payés, c'est devenu assez complexe, donc la plupart des contributeurs travaillent dans une de ces compagnies, mais ils sont payés. Voilà. Mais il y a encore 10% de contributeurs personnels, comme vous et moi. Donc quelques petits mots sur ce Linus Torvalds, donc sur ce Finlandais, donc il est toujours très présent dans le milieu IT et dans Linux, c'est lui qui décide, voilà, je réalise la version 5, je réalise la version 4, il donne la cadence des versions. Il est aussi connu pour avoir des opinions assez tranchées, donc quelquefois ça fait un peu le buzz dans la communauté IT. Donc c'est un esprit brillant, sachez-le, parce qu'il a aussi créé le logiciel Git, que certains peut-être ont déjà entendu parler du logiciel Git, très très populaire auprès des développeurs. Une compétence à connaître quand on veut recruter un développeur, c'est Git. Donc c'est toujours cet étudiant rondouillard finlandais qui l'a inventé en 2005. Voilà, donc une tête bien faite. Alors, quelques caractéristiques de Linux. Donc c'est un système d'exploitation gratuit, même si la plupart des entreprises prennent du support payant en cas de failles critiques, etc., pour avoir des experts rapidement sous la main. Ce qui fait sa force aussi, c'est sa robustesse, sa sécurité, notamment le côté virus. Voilà, il y a quand même très peu d'attaques qui marchent sous Linux. Les performances aussi, parce qu'on verra que Linux ça s'adapte sur des tout petits appareils ou sur des grosses énormes machines. Donc voilà, c'est très performant, très léger. Donc le plus petit Linux, ça doit faire 10 mégaoctets. C'est pour ça qu'on l'utilise notamment dans les images Docker. Bon, ça fait l'objet d'un speed learning différent. C'est stable, c'est mature, ça a une trentaine d'années. C'est portable, voilà, ça marche sur beaucoup d'architectures de machines. x64, ARM, IA64, voilà, toutes les architectures de processeurs sont supportées. Et c'est très souple.
Donc ça marche sur les toutes petites machines, donc ça peut être dans les réfrigérateurs connectés, dans les aspirateurs autonomes, jusqu'au supercalculateur qui prévoit la météo, etc. Donc c'est vraiment utilisé très souple. Très souple. Voilà. Alors il y a aussi toute une philosophie autour du modèle open source, même Unix. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça fait réfléchir, ça fait un petit peu sortir de pure IT. Donc il y a quelques concepts assez techniques comme on considère que tout est fichier, il y a aussi des grands principes, voilà, il faut faire de la concision, le principe KISS, qui est intéressant, Keep it simple stupid, voilà, beaucoup de... Ça permet là de donner un peu les directions du projet, de garder une certaine cohérence dans le projet et des repères. Voilà, ceux qui s'intéressent peuvent creuser ce sujet. Alors voilà, le cœur du sujet. Donc Linux, on a dit en gros c'est un noyau Linux, mais c'est un peu comme le moteur d'une voiture, il est un petit peu nu, donc il faut l'habiller de logiciels, de packages. Et donc cet ensemble de noyaux plus logiciels, qu'on appelle aussi paquets, fait ce qu'on appelle une distribution Linux. Et donc on va voir, c'est ce qui correspond à Red Hat, Ubuntu, etc., comme vous voyez peut-être sur les CD. Voilà, donc on peut dire que distribution Linux, c'est approximativement Linux, approximativement le noyau Linux. Voilà, c'est beaucoup d'approximation, mais c'est ce qu'on voit dans les CV, dans les expériences. Voilà, moi c'est le terme officiel, c'est distribution. Moi, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais voilà, c'est le terme que l'on retrouve. Donc c'est-à-dire que là j'utilise moi-même Ubuntu. Donc Ubuntu c'est le noyau Linux en version 5, plus un package de Chrome, plus LibreOffice, plus etc. Et donc, suivant on va voir que la taille varie, hein, bien sûr, suivant le nombre de packages installés. Donc, il y a deux flavors, deux goûts, deux tendances typiquement dans les distributions Linux. Il y a une qui est orientée graphique, comme ce que j'utilise actuellement, donc desktop, donc avec des fenêtres, voilà, LibreOffice, hein, c'est la capture d'écran qui est ici. Donc, on peut faire des choses assez proches de ce que vous faites sur un poste de travail type Windows, hein, avec beaucoup d'équivalents logiciels libres. Et il y a donc ça, c'est malheureusement, elle a beaucoup de mal à percer, parce que personne d'entre vous l'utilise, sauf moi, ici. Et par contre, ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est la version des serveurs, donc il n'y a pas d'interface graphique, on interroge ça uniquement par des commandes, donc ces écrans, vous voyez des fois dans les films, tout en noir, avec des gens qui tapent des commandes à vitesse folle, voilà, ce qu'on appelle un terminal, donc ça permet d'effectuer des actions en tapant des commandes shell. Voilà, qui font peur visiblement à certains d'entre vous, ce que je peux comprendre, parce qu'il y en a une infinité. Voilà, donc c'est les deux types. Donc il y a la distribution orientée desktop et orientée serveur. Donc une qui ne marche pas, c'est la desktop, et une qui marche bien, c'est la serveur. Voilà. Une grand public et une moins grand public, évidemment. Alors voilà, donc ces distributions, donc il y a des centaines de distributions Linux qui existent dans le monde depuis 1993. Debian a été écrit en 93, celle que j'ai mis en numéro 2. Donc la plus populaire, c'est celle qui est publiée par l'entreprise Red Hat, qui s'appelle Red Hat Entreprise Linux, RHEL, donc le petit chapeau rouge. Donc c'est une entreprise intéressante, hein, qui fonctionne uniquement sur le modèle de l'open source. Là par contre, leur produit est payant. Enfin, si vous utilisez Red Hat Entreprise Linux, c'est payant. Voilà, c'est un choix. Debian, voilà, qui est assez populaire aussi. Certains ont déjà entendu parler de Debian? Non, jamais. Ubuntu, peut-être? Ubuntu, ouais. Celle qu'ils utilisent, c'est Ubuntu. Là, c'est une société qui s'appelle Canonical, qui est sud-africaine, qui fabrique le logiciel Ubuntu depuis les années 2000. Voilà. CentOS, donc qui est un petit peu l'équivalent de Red Hat, mais les versions gratuites. Voilà, il y a une lien entre CentOS et Red Hat. Bon, je ne vais pas tous les énumérer, hein, comme vous les connaissez. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelqu'un qui utilise Ubuntu comme moi, est-ce qu'il sera à l'aise sur Red Hat? Oui, il y a 90% des choses qui sont équivalentes. Après, évidemment, elles se différencient sur quelques packages différents, quelques commandes différentes, mais la philosophie est la même, et le principe est la même. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc oui, il y en a beaucoup, il y en a des centaines. Donc elles se distinguent par leur usage, par leur logiciel préinstallé, leur gestionnaire de paquets qui est différent, leur taille, modèle économique, politique de support et stabilité. Oui, stabilité, c'est intéressant, c'est qu'il y en a qui sont plus ou moins stables. Donc c'est-à-dire que certaines distributions prennent
les derniers paquets qui sont sortis il y a quelques jours, d'autres qui attendent que le paquet ait fait leur preuve 1 ou 2 ans avant de les ajouter dans leur distribution. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu leur différence. D'ailleurs, ça fait un peu la force et la faiblesse de Linux, c'est un modèle tellement ouvert que les gens le modifient à leur guise, et du coup, il y a des centaines de distributions, et malheureusement, l'effort est un peu gaspillé, quoi. Il faudrait plutôt rassembler les forces, mais voilà. En fait, comme tout un chacun peut créer sa distribution Linux, vous, moi, c'est un peu aussi voilà, le danger. Il faut essayer de rassembler la communauté, c'est un peu le défi à venir pour cette communauté. Ah oui, j'ai pas mis là, mais il y a aussi des distributions un peu exotiques ou très ciblées. Typiquement, Emmaüs. Emmaüs a sa propre distribution Linux basée sur Ubuntu. Il y a Edubuntu, qui est aussi une distribution pour l'éducation nationale, qui est basée sur Ubuntu. Il y a Jean d'Ubuntu, qui est pour la gendarmerie nationale, qui est basée sur Ubuntu. Voilà. Donc, il y a plein de micro-distributions adaptées pour tous les usages, pour les clubs de foot, pour les associations. Enfin, voilà, ça ne s'arrête pas. Alors, les fameuses commandes shell. Donc ça permet ces commandes, que je vais taper en direct, c'est toujours intéressant. Voilà, ce qu'on appelle un terminal, c'est cette chose-là, cette fenêtre, qui permet de taper des commandes. Comme j'ai mis dans la capture d'écran, donc je tape de savoir sur quelle machine je suis. Ah, bah là j'ai fait une faute, en plus là il m'aide. Voilà, ce principe c'est ça, c'est ce que font les ingénieurs Linux qui tapent des commandes. Vous voyez, là je tape différentes commandes, je ne vais pas tout expliquer, mais ça permet de faire des choses. Là c'est un peu plus sexy, voilà, c'est des trucs un peu plus graphiques, voilà. Donc la commande, c'est quand on n'a pas l'interface graphique, quand on n'a pas la souris, on peut taper comme ça des commandes et prendre à distance des machines en tapant des commandes, déplace-moi ce dossier, copie-moi ce fichier, redémarre-moi ce service, voilà. C'est souvent ça d'ailleurs qu'on demande à un ingénieur Linux, hein, savoir est-ce qu'il est à l'aise avec ses commandes, on peut aussi écrire des programmes, lancer des programmes, etc. Est-ce que certains ont des questions particulières sur cet aspect-là? Non. Là c'est la commande assez intéressante, là je vois voilà, c'est un peu comme une machine, il y a 4 processeurs, il y a la consommation RAM, il y a tous les process qui tournent là. Voilà, c'est juste un petit utilitaire là, donc les gens... Ça c'est un package, hein. Tout est package. Voilà, donc je peux rechercher des fichiers, modifier des fichiers, créer des fichiers, enfin, plein de choses. Plein de choses tout en chaîne. Voilà. Hop, donc je ferme mon terminal. Donc il y a différents types de shell, ça peut être intéressant à noter pour vous. Il y a le bash, le shell, voilà, il y a différentes syntaxes, mais il faut retenir le terme shell. Voilà. Terminal, shell, ligne de commande, voilà, ça permettra de vous débrouiller. En fait, ce qui est dur dans Linux, c'est tellement ouvert qu'il y a toujours le choix. Pour faire quelque chose, il y a toujours le choix de différentes technologies, il y a toujours quelqu'un qui a une vision différente. Donc voilà, il y a pléthore d'outils et de paquets. Alors, une chose qui est intéressante pour ceux qui utilisent Linux au quotidien, les autres ça parlera peut-être un peu moins, c'est les différences entre Windows. Donc, j'ai essayé quand même de vous faire sentir que c'est assez proche, hein, notamment les versions desktop avec des icônes, etc. Vous voyez, parce que quand je parle de terminal, on dirait que c'est pas un truc réservé qu'à Windows, qu'à Linux. Hein. J'ai aussi un terminal sur Windows. Hein. Donc là, vous voyez, donc là, je peux taper aussi des commandes. Hein. Vous voyez, je vais sur Windows. Hein. Donc je peux faire un CD. Tac, vous voyez. Donc il y a aussi un terminal sur Windows, hein. Mais sauf qu'on ne l'utilise pas parce que la plupart des actions que l'on peut faire dans le terminal, on peut aussi les faire avec la souris. Voilà. Vous voyez. Alors, je reviens à quelques différences. Donc il y a des différences sur les logiciels, typiquement Microsoft Office n'est pas disponible sur Linux, donc il faut souvent installer un logiciel équivalent. Le plus connu c'est LibreOffice. Donc, voilà. C'est un peu moins bien fait que Microsoft Office, hein, évidemment. Alors oui, il y a quelques différences sur les jeux vidéo. Voilà, malheureusement, les joueurs ne peuvent pas jouer sur Linux. Voilà, il n'y a pas d'équivalent sur tout. Il y a aussi quelques problèmes un peu plus pratiques. Donc la gestion des dossiers. Donc il n'y a pas comme sur Windows des disques C, D, E, etc. En fait, la racine, c'est le slash. Alors, on peut remarquer qu'il y a un anti-slash du côté de Windows et il y a un slash côté Linux. Donc, si je vais dans... je ne suis pas très à l'aise sur... si je vais là, voilà, donc il y a un disque C, D, E et P. Alors que si je vais sur Linux, par la partie graphique, je peux le faire aussi par la partie ligne de commande. Je vais faire la partie ligne de commande, ça sera peut-être plus marrant d'ailleurs.
Donc si je fais un cd slash, donc là je vais à la racine et je fais un ls-1 rth, je vois les petites commandes, voilà, je vois toutes les... Donc ça c'est sys, proc, dev, csbin, ça c'est voilà, les différents systèmes de fichiers. Bon, je ne rentre pas plus, c'est un peu pour les spécialistes, mais là il y a quelques diffs. Retenez juste qu'il y a le slash et l'anti-slash qui sont différents, donc des fois ça pose des petits problèmes. Et il y a aussi dans les fichiers, alors certains ont déjà peut-être vu ce problème, les agents de production, donc la fin de ligne, il y a des caractères différents. Je ne rentre pas plus dans les détails. Il y a aussi les fichiers qui sont sensibles à la casse, c'est-à-dire qu'un fichier grand A et un fichier petit a, sous Windows c'est la même chose, alors que sous Linux ce sont deux fichiers différents. Voilà, bon, il y a plein de différences qui peuvent des fois créer des petits bugs un petit peu subtils quand on joue avec les deux systèmes d'exploitation. Donc on approche de la conclusion, donc voilà, Linux ça reste quand même mal connu, hein, la preuve ici. Le grand public connaît mal Linux. Comme je l'ai rappelé, donc les distributions Linux graphiques avec des fenêtres qu'on appelle orientées desktop ont du mal à percer parce que, bon, évidemment, les outils de Microsoft et d'Apple sont très bien faits. Il y a aussi malheureusement quelques problèmes de compatibilité avec le matériel. Je pense surtout aux imprimantes. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Il faut souvent bidouiller. Voilà, ça reste un petit peu, un peu compliqué. Et puis notre problème, c'est comme j'ai dit, trop fragmenté, trop de distribution, trop de choix, les gens ne savent pas quoi prendre. Voilà, des fois, trop de choix, c'est trop compliqué. Voilà, pour Linux. Alors, oui, le paradigme, hein, c'est que Linux est vraiment utilisé sans s'en rendre compte, hein, dans ce téléphone, etc. C'est tout le paradoxe de Linux. Alors, voilà, retournons un petit peu dans notre pour Algofi. Donc, Linux est massivement utilisé chez nos clients, chez nos grands comptes, hein, notamment pour tout ce qui est hébergement d'applications. Donc, c'est... voilà. Donc, il y a en fait les deux types de serveurs utilisés, les serveurs Linux et les serveurs Windows. Donc, voilà, donc, il y a beaucoup. Vous les trouvez partout. Donc pour toutes les raisons que j'ai énumérées précédemment, robustesse, performance, stabilité. Alors j'ai pas mis c'est gratuit, mais j'ai pas mis comme intérêt le prix parce qu'évidemment il y a un support, toutes les entreprises prennent du support auprès de Red Hat ou de Canonical hein, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, qu'en cas d'attaque, il y ait des experts qui se déplacent rapidement, etc. Ou pour des bugs qui n'arrivent pas à résoudre, ils peuvent appeler un expert. Voilà. Donc c'est pas sur le prix que ça se joue, parce que toutes les entreprises ont du support commercial sur les logiciels open source. C'est ce qui fait d'ailleurs vivre les sociétés comme Red Hat. Hein. Ils vivent uniquement sur du support commercial, enfin principalement sur du support commercial. Voilà. Des questions, des remarques, on s'approche de la fin. Je crois que c'est quasiment fini. Ah bah oui, c'est quasiment fini. Donc j'ai envie de dire, essayez Linux, même si ce message est un peu une bouteille à la mer. En tout cas, ceux qui font du développement, c'est très agréable. Donc c'est gratuit, il y a plein de vidéos, etc., de tutoriels. Et c'est pas prêt de disparaître. On s'intéresse de plus en plus à Linux, parce qu'on est en train Windows est en train d'incorporer Ubuntu dans Windows. Donc j'en parle pas plus, ça s'appelle le Windows Subsystem for Linux. Donc voilà, donc il y a un peu la convergence des deux mondes. Voilà, Microsoft s'intéresse beaucoup à Linux. Alors, leur cloud Azure héberge beaucoup de machines Linux, donc voilà. Donc c'est plus. Avant, il y avait un peu la guéguerre entre ces deux mondes-là, puis ça c'est un petit peu en train de converger. Voilà pour le meilleur des deux technologies. Quoi. Voilà. Avez-vous des questions? Alors ouais. Alors comment ça se passe? Alors Ubuntu, donc en fait tout est guidé, hein, donc voilà, tu l'as sur tu télécharges, tu peux même l'essayer, en fait tu peux même l'installer sur une clé USB, mais sans l'installer sur ton ordinateur. C'est-à-dire, tu peux juste la brancher, il va charger le système d'exploitation en mémoire, tu vas pouvoir jouer avec. À l'époque c'était un CD-ROM, mais maintenant c'est une clé USB, tu vas pouvoir jouer avec, et après tu vas pouvoir, évidemment, ça va rien casser, et tu vas pouvoir, tu verras, ça va disparaître. Mais tout est indiqué hein, pour débuter.